En tournée au Tchad, Macky Sall appelle tous les acteurs à se mobiliser et à participer au dialogue national prévu le 20 août. Et bien après le Mali, le président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine a achevé sa tournée au Tchad. Cette visite de Macky Sall arrive à 3 jours de l'ouverture du dialogue national au pays de Toumaï. En toile de fond, bien sûr, de ce voyage présidentiel, le contour de la grand-messe du dialogue inclusif du 20 août prochain, dont l'accord a été signé à Doha, au Qatar, le 8 août dernier, entre le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby, et une quarantaine de politico-militaires. Que vous inspire cette visite du président de l'UA à N'Djamena? Quels en sont les grands enjeux? Pourquoi la tenue du dialogue inclusif préoccupe-t-elle le nombre de personnalités et de chancelleries africaines et occidentales? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyou Média et cela nous honore puisque vous suivez votre émission sur plusieurs canaux. En streaming sur Facebook et bien sûr YouTube et d'autres nous suivent sur les satellites Eutelsat et Amos, sans oublier la 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Aujourd'hui, nous parlons du Tchad, le pays de Toumaï. Et au pays de Toumaï, un grand rendez-vous s'annonce, c'est le grand dialogue qui se tiendra le 20 août, c'est-à-dire dans 3 jours exactement. Mais avant cela, le président Macky Sall, président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, a effectué une visite dans ce pays où il a rencontré le président Mohamed Idriss Déby. Ils ont échangé sur les contours de ce grand dialogue, puisque beaucoup de chancelleries et de personnalités en Afrique et dans le monde s'y intéressent. Pour en parler, nous sommes avec notre consultant permanent, Jonathan Batengene. Comme tous les jours, il est avec nous. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Bachir Mohamed Adam. Bonsoir à tous les panafricanistes. Bonsoir à tous les inconditionnels de ce programme, ceux qui ont fait de lui un programme culte de monde panafricain. Bonsoir à tous les techniciens grâce à qui nous avons une retransmission, que ce soit l'audio ou au visuel impeccable de l'émission. Bonsoir à la direction générale, aux autorités du Cameroun, particulièrement aux forces de sécurité et de défense, qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Et bien sûr, il faut bien rappeler que nous retrouverons dès que possible quelques-uns de nos invités, notamment des Tchadiens, et parmi lesquels Charles Badjan, journaliste du côté de N'Djamena. Nous retrouverons également, nous serons rejoints dans la mesure du possible par notre cher Abdeljelil Fadoul Zendi, donc sur le plateau central. En tout cas, nous espérons les retrouver d'un moment à l'autre, mais pendant ce temps, messieurs, revenons à notre consultant permanent, Jonathan Batengene. Macky Sall, après le Mali, c'est le Tchad. Alors, un mot peut-être déjà sur cette tournée initiée par le président en exercice de l'Union africaine. Oui, le président en exercice de l'Union africaine est dans une tournée où il y a des dossiers brûlants. Nous le disions, pour nous, il essaye d'abord de meubler son agenda, il essaye de donner du contenu à sa présidence. Il avait voulu marquer l'ensemble de l'Afrique par des positions fortes. Il va se déplacer sur 2 pays qui connaissent des transitions. Le premier, c'est le Mali. Oui. Le deuxième, c'est le Tchad. Avant que d'aller rencontrer le chef d'État d'un pays qui, certainement, est aujourd'hui en train également de se positionner comme un nouvel acteur d'une autre vision de l'Afrique. C'est le Gabon. Le Gabon qui est dans une lecture, qui pense déjà de plus en plus aussi à l'alternative, qui regarde sa coopération avec la France comme étant une coopération qui est dans le rétroviseur et qui aimerait tourner la page. Donc Macky Sall, certainement dans tous ces dossiers-là,
veut tirer son épingle du jeu. Il faut noter que l'on a affaire avec un Macky Sall qui a une posture assez controversée sur le continent. C'est un président qui est habitué à une posture mitoyenne, à la fois très proche des blocs occidentaux, à la fois également très proche des blocs sino-russes, sino-iraniens, parce que on voit Macky Sall de plus en plus explorer l'option chinoise sur le plan économique et l'option iranienne sur le plan technologique. Ça montre un homme qui veut user du multilatéralisme comme atout. Mais d'autre part aussi, on a ce Macky Sall qui collabore encore avec les milieux de la France-Afrique, qui se retrouve patron d'un chef d'État très controversé lui-même, qui est devenu carrément l'arbin de la France, et ce qui ne lui vaut pas lui-même beaucoup d'appréciation positive du point de vue panafricaniste. C'est le président Mbalo qui finalement nous a joué un tour de cirque lors de la visite du président Macron, défaisant sa cravate à la demande de Macron, défaisant sa chemise, balançant la veste comme un vêtement inutile. Donc tout ça amène quand même à se poser des questions. Quel est l'agenda que suit M. Macky Sall? Pour notre part, l'analyse que nous faisions, c'est que Macky Sall a certes des raisons qui peuvent l'amener au Mali au-delà de simplement meubler son agenda. C'est-à-dire, il y a la question de la transition elle-même. La transition qui a d'abord subi beaucoup de pression de la part des pays de la CEDEAO, dont Macky Sall lui-même est membre. On a vu que lorsque le Mali subissait la pression de la CEDEAO, Macky Sall n'a pas beaucoup agi en faveur ni de la pression, ni de la baisse de cette pression-là. Donc, on ne l'a pas vu défendre le Mali, mais on ne l'a pas aussi vu parmi ceux qui portaient une attrition assez particulière contre les autorités maliennes. Il est resté dans sa posture mitoyenne, un peu comme une sorte d'acteur qui ne veut pas peser dans l'un ou des deux camps. Quand la réunion de début du mois de juillet, je crois le 4 juillet, avait été interrompue sur la demande de Paris, Macky Sall n'était pas parmi les chefs d'État qui ont demandé d'arrêter cette réunion. Il y a eu 3 chefs d'État qui ont été cités. C'est le chef de l'État du Nigeria, du Ghana et celui de la Côte d'Ivoire qui ont peser de tout leur poids pour qu'il y ait cette pression. Donc, Macky Sall, peut-être dans cette posture, pensait que lui, en tant que président de l'Union africaine, et en exercice de l'Union africaine, il aurait un coup à jouer sur le plan international pour redorer son image. Donc, il est resté un peu en retrait, il a observé. Et puis, il est revenu, quand on suit le communiqué final, il parle de la transition de Faure Gnassingbé. Il dit que certainement le président Faure Gnassingbé aurait un coup à jouer. Donc, ce qui amène aussi à penser que Macky Sall est certainement venu à Bamako pour parler de la possibilité d'ouvrir un vaste dialogue avec les autorités de Bamako, parce qu'il a aussi répété, il faut réintégrer, selon de son point de vue, réconcilier le Mali et la communauté internationale. En fait, là, ça donne un peu raison à ceux qui pensent qu'il aurait reçu une demande venant des pays de l'Union européenne et les États-Unis, parce que quand on dit communauté internationale, on voit mal cette communauté internationale constituée. Cette tournée n'aurait pas été une initiative même pour le cas dans son agenda, certainement pour le cas malien, il a reçu des demandes, venant des chancelleries occidentales. Il a quand même souligné quelque chose de très important, c'est que l'Afrique et toute la communauté internationale devraient soutenir désormais la transition au Mali. C'est ce que nous appelons il veut tirer son épingle du jeu, parce que Macky Sall, il est très porté sur les postures mitoyennes. Il est toujours à mi-chemin entre la gauche et la droite. Donc toujours, on va dire, c'est un centriste. Du point de vue des relations internationales, il veut établir son multilatéralisme comme un principe qui lui garantit une certaine approche à partir de plusieurs points d'une question. Donc, quand il réaffirme effectivement le besoin d'avoir l'accompagnement de la communauté internationale à la lutte contre le terrorisme, il précise que ce terrorisme qui a fait beaucoup de mal
aux Maliens et que les Maliens sont en train, avec beaucoup d'efforts, de réussir à assurer leur sécurité. Comme quoi, ils ne condamnent pas les actions menées sur le plan sécuritaire par les autorités maliennes. Ça aussi, c'est très important. Oui. Parce que là, il veut quand même caresser dans le sens du poil les autorités de Bamako et laisser comprendre aux autorités de Bamako que si vous avez ce droit de vous défendre, ce qui est légitime, on ne devrait pas vous le refuser, vous devez le faire quand même aussi au sein d'un ensemble. Et là, il parle désormais pour faire plaisir certainement aux Occidentaux qui s'autoproclament communauté internationale. Parce que quand il parle de communauté internationale, c'est essentiellement les Occidentaux. Et nous pensons également que Macky Sall n'ignore pas que les postures actuelles des Occidentaux sont tellement hostiles aux autorités de Bamako que venir plaider pour la cause de l'Occident encore à Bamako, c'est vécu généralement par la scène, les observateurs africains et panafricanistes, comme étant une volonté de faire plaisir à ceux-là qui ont toujours maintenu le continent dans un état d'asservissement. Beaucoup de panafricanistes, beaucoup d'Africains souhaiteraient voir le divorce se prononcer de manière solennelle entre l'Occident et le Mali, et que le Mali, de manière aussi de manière ambitieuse, mais surtout de manière officielle, se positionne comme un acteur indépendant des relations internationales. Donc le Macky Sall qui arrive, qui est mitoyen, sa posture se retrouve également en contradiction avec les aspirations des autorités de Bamako. Il se dit qu'il a peut-être avec, ça c'était des analyses qui avaient été développées là-dessus, avec la prise l'arrêt de la rotation du contingent allemand, les Allemands seraient remontés dans un camp à Bamako et que ça pourrait faire l'objet d'une demande spécifique, oui, mais nous pensons que Macky Sall, dans cette posture, n'est pas aussi maladroit que ça. Oui. Parce que il est quand même l'héritier d'une diplomatie assez forte, la diplomatie sénégalaise, qui n'est pas une des moindres sur le continent. Il faut reconnaître que dans l'espace francophone, c'est l'une des diplomaties, ce n'est la diplomatie la plus prometteuse. Oui. Vous savez, les Sénégalais ont placé plusieurs fois des diplomates à la tête d'institutions internationales. Je me souviens de la francophonie, ils ont contrôlé la francophonie, ils ont été à l'UNESCO, ils ont été dans presque toutes les grandes structures. Et vous allez voir que les Sénégalais qui sont carrément bien intégrés dans le système des Nations Unies, c'est grâce à cette diplomatie. Beaucoup de hauts fonctionnaires représentants des Nations Unies en Afrique, c'est des Sénégalais. C'est cette diplomatie-là quand même qui se déploie. Quand vous voyez Macky Sall arriver au Mali, c'est pourquoi nous disons aux panafricanistes, il ne faut pas se tromper parfois d'adversaire. Quand vous avez un adversaire qui est vraiment plus rodé que vous prenez le temps et vous essayez d'analyser. Il y a des contours de cette visite qui ne sont pas encore dites. Il y a des contours de cette visite, il y a des développements de cette visite qui seront certainement expliqués. Et je ne pense pas que nous l'aurons d'ici peu, parce que ce Macky Sall qui arrive, il a un agenda particulier également qu'il veut gérer. Il faut noter que dans la reconquête de son espace d'influence, le Sénégal est en train de se doter d'une diplomatie assez complexe. Vous voyez les Sénégalais qui à la fois sont critiques vis-à-vis de l'Occident, il y a une opposition qui casse les intérêts occidentaux lors de ces manifestations, et vous avez des autorités qui dénoncent un ensemble de relations avec l'Occident, qui se rapprochent de la Chine, qui se rapprochent de l'Iran, mais qui pas forcément ne bascule dans l'un des camps. C'est une diplomatie complexe. C'est peut-être aussi un autre exemple d'affirmation du non-alignement systématique que le Sénégal veut proposer. Et ce Sénégal-là demandera que les Africains prennent un peu plus de temps pour analyser la posture. Peut-être pas avec le président Macky Sall, parce que nous voulons avoir une lecture longue. Il faudra voir s'il y aura, comme disait Monon Diana pour le cas camerounais, la persistance d'une vision. Peut-être que ce que fait Macky Sall aujourd'hui, c'est le positionnement du leadership du Sénégal dans la sous-région Afrique de l'Ouest pour les générations futures qui est en train de se dessiner. Et pour l'heure, c'est lui qui est là. Il faut bien le dire. Espérons que ce leadership soit véritablement en train de s'exprimer. Parce qu'en ayant pris les dossiers qu'il a pris, ce n'est pas anodin. Il va dans deux grandes transitions
qui font beaucoup parler d'elle. L'autre, c'est celle qu'il a visitée aujourd'hui. C'est une transition qui est assez complexe, parce que là aussi, il faut se dire, si le cas malien, lui, il est beaucoup plus évident du point de vue de la volonté émancipationniste, le cas tchadien, ce n'est pas la même posture. Justement, vous nous amenez donc au niveau du Tchad. Déjà, très cher Jonathan Batenguini, le Tchad, vous le disiez, il y a une sorte d'illisibilité dans la démarche du président Mohamed Idriss Déby, selon ce que vous essayez de nous dire. Mais quel est l'enjeu ou quels sont les grands enjeux de cette visite de Macky Sall justement à N'Djamena? N'Djamena, c'est d'abord le cœur actuel d'une bataille géopolitique entre deux blocs auxquels Macky Sall certainement lui fait face, hein, ou du moins dans ce qu'il a pris, s'est proposé comme solution, c'est certainement la même configuration. Oui. Macky Sall, au niveau du Tchad, a affaire avec un Mohamed Idriss Déby qui aujourd'hui essaie de se rapprocher des Chinois, reste proche des Français, essaie de se rapprocher des Iraniens également. Donne un peu de son gaz à Gazprom. Donne un peu de son gaz à Gazprom, reste proche quand même des Occidentaux, combat la rébellion du FACT, accepte d'aller discuter avec le FACT chez ses patrons à Doha. Donc c'est un pays qui offre un visage des plus complexes de coopération multilatéraliste. C'est aussi un autre dossier qui va être un casse-tête pour l'ensemble des panafricanistes. Parce que la lecture là-bas, elle n'est pas simple. C'est une lecture qui demande un peu plus d'audace du point de vue de l'analyse, mais qui va aussi demander un niveau d'information assez poussé pour tout analyste. Parce que les autorités tchadiennes actuelles sont les autorités les moins décises qu'on pourrait avoir dans un terrain de négociation. Or, c'est le même profil, c'est des autorités très mitoyennes. Sur le plan des relations internationales, c'est le même profil que Macky Sall. Qu'est-ce qu'il va discuter avec Mohamed Idriss Déby? Quand il dit apporter son soutien à la transition, son soutien aux négociations, au dialogue qui est et il encourage, il faut bien le dire, tous les acteurs, quand même qu'ils soient politiques, société civile, à participer à ce dialogue, le dialogue du vent. C'est un discours politique essentiellement que Macky Sall. Mais il faut bien dialoguer un jour. Oui, mais c'est un discours politique. Et c'est là la différence. Si au niveau du Mali, il avait un discours diplomatique et politique, c'est-à-dire diplomatique, il venait certainement caresser les autorités de Bamako et essayer de créer les passerelles d'un futur dialogue avec les mandants qui l'ont missionné. Au niveau du Tchad, c'est une toute autre approche. Au Tchad, il a affaire avec un modèle qui est beaucoup plus complexe. Il sait qu'il a des acteurs qu'il ne maîtrise pas. Par exemple, le FACT. Le FACT qui dépend des Qataris. Il sait qu'il ne peut pas influencer les échanges entre le FACT et le Tchad. Donc, du coup, il fait dans un discours, il faut dire clairement, quand on dit politique, c'est démagogique. Quand il dit qu'il encourage tous les acteurs à aller au terrain du dialogue, il sait qu'il n'y a aucun élément, que ce soit pour monsieur Mohamed de tenir les acteurs du FACT, il sait qu'il n'y a aussi aucun moyen pour l'Union africaine d'infléchir les positions du FACT. C'est donc une Union africaine vraiment dans sa faiblesse, mais qui ne s'avoue pas vaincue. Cette Union africaine dit des choses, mais elle-même sait qu'elle n'a aucun moyen d'amener tous ces acteurs au dialogue. Donc là, il est plus dans la représentation au niveau international. Il va meubler son agenda de président. Il faut bien qu'il ait un bilan. Il va meubler son agenda de président en exercice de l'Union africaine. Mais il n'y aura... on a souvent vu les présidents de l'UA quand même finir les 1 an de mandat sans poser d'actes véritables qui soient quand même à leur actif après le mandat. C'est pourquoi nous avons beaucoup interpellé la diplomatie, l'expérience diplomatique sénégalaise, qui est un exemple de diplomatie du leadership et d'affirmation du leadership d'un pays au niveau continental. Le Sénégal n'est pas dans une approche très classique.
C'est des approches très audacieuses que le Sénégal a. Je suis sûr que tout ceci a été pensé par la classe diplomatique sénégalaise et ils ont su choisir les dossiers sur lesquels intervenir. Ça leur permet simplement pour les Sénégalais de poser des symboles au niveau international. Parce que le reste, ils savent ce qu'ils vont capitaliser dans ces différents déplacements de Macky Sall. Ça pourrait être certainement négocier des postes de représentants. Et vous savez que même dans les missions de maintien de la paix, les généraux sénégalais occupent carrément en Afrique. Ils ont pratiquement tout le temps qu'ils sont sur un terrain. Ils sont les commandants de la force africaine ou bien de la force onusienne sur le territoire. Donc, avec cette aura qu'ils sont en train de se développer, les Sénégalais se posent comme des relais nécessaires du système des Nations Unies. Oui, là, on pourrait se poser une autre question. Est-ce que le Sénégal, dans cette posture, ne va pas devenir un pays qui va renforcer le système des Nations Unies sur le territoire africain, c'est-à-dire renforcer la prééminence de l'Occident dans les prises de décision dans la résolution des conflits en Afrique? Est-ce que ce Sénégal-là, dans cette logique d'affirmation d'un leadership en tirant son épingle du jeu dans le système de coopération du système des Nations Unies, n'est pas en train de fragiliser la posture panafricaniste? À ce niveau, nous pouvons comprendre que oui, les panafricanistes ont compris le danger, mais ce danger-là, il est beaucoup plus puissant. Ce n'est pas simplement avec un débat, le débat comme nous l'avons tenu médiatique, que nous pouvons contrer cette offensive sénégalaise, parce que ce n'est pas l'offensive de Macky Sall. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est un système construit au fond dans la diplomatie sénégalaise. Merci Jonathan Batengene. Eh bien, pour permettre un très bon confort à notre invité Abdeljalil Fadoul Zendi, je vais donner la parole rapidement à Delphin qui est en attente depuis le début de cette émission. Certainement va-t-il dire un mot avant de revenir donc vers notre cher Abdeljalil. Delphin, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à tes invités, notamment mon cher frère Batengene et le frère Badjam. Je découvre le troisième, donc je le salue aussi, et je n'oublie pas toute la galaxie panafricaine. Donc s'agissant du sujet qui nous occupe, mon cher Bachir, on en parle souvent en off. Pour ma part, je suis un peu gêné, mais je vais essayer d'être, malgré tout, de participer au débat qui nous occupe ce soir. Je suis toujours gêné en face de dirigeants comme M. Macky Sall, dans la mesure où, même s'il a, il a démontré qu'il a compris les enjeux du moment en commençant à collaborer avec l'Iran et à travers l'Iran, comme j'ai dit hier soir, avec la Russie, eh bien, je suis forcé de constater que des dirigeants comme M. Macky Sall, c'était aussi le cas par exemple pour notre aîné M. Alpha Condé, ils réagissent un peu tard. C'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils semblent se réveiller à un moment où de nouveaux acteurs comme la Chine ou la Russie sont déjà apparus, alors que eux n'ont pas encore totalement coupé les ponts avec le fameux nain géopolitique dont je parle souvent, à savoir l'Élysée. Donc le fait qu'il sollicite le concours de tous les Tchadiens et de toutes les Tchadiennes, on va dire que c'est une bonne chose si l'on se place dans la perspective où les populations africaines, à l'image par exemple des Maliens et des Maliennes, doivent s'inscrire dans le néo-panafricanisme. Donc c'est une bonne chose, encore que je pense qu'il est encore trop tôt pour que, pour que nous nous prononcions sur l'avancée du panafricanisme dans le Tchad d'aujourd'hui. Paix à son âme, feu Idriss Déby nous a laissé un Tchad plutôt prometteur, mais son fils ne nous rassure pas, en tout cas pas tout le temps. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'entreprise Gazprom a déjà un pied au Tchad, ce qui nous laisse plutôt être optimistes, mais je dirais, pour ne pas m'attarder, que
c'est du 50-50. Donc le Tchad, même si le maréchal Déby n'est pas tout à fait dans l'escarcelle des gens soi-disant démocrates, mais il n'est pas non plus tout à fait dans notre escarcelle à nous, à savoir les panafricains et l'axe Beijing-Moscou-Téhéran. Donc je préfère m'arrêter ici pour le moment. De toute manière, c'est un sujet qui sera récurrent dans le sens où le Mali reste une cible et même la sous-région. Donc le Tchad n'est pas du tout loin de l'œil du cyclone. Donc il faudra garder un œil dessus. Et donc je fais partie évidemment des frères et sœurs qui n'hésiteront pas à revenir pour concourir pour le bien et le futur de notre Tchad, qui est aussi une autre de nos maisons. Donc je m'arrête ici. For You Media, une fois de plus, allons de l'avant. Eh bien, allons de l'avant, très cher Delphine depuis Gitega. Et quand on ouvre le standard, il est difficile de le refermer. Madame Cissé est donc aussi en attente. On va lui donner la parole. Madame Cissé, bonsoir. Comment on appelle, Delphine qui vient d'appeler. Monsieur Batengene, vous savez, dans ce cas-là, moi je vais m'opposer un peu à vous. Hein. Vous avez parlé d'un leadership sénégalais. Le leadership sénégalais que nous constatons, qui nous est donné de voir, c'est la soumission de tous les chefs d'État sénégalais à la France. C'est la soumission totale. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire avec le président Abdoulaye Wade, qui avait pris fait et cause pour la France quand la France attaquait la Côte d'Ivoire. Et pire même, c'est là-bas que l'argent de la rébellion des cases de la BCAO, il loge. Maintenant, deuxièmement, vous avez parlé de la diplomatie sénégalaise au niveau des Nations Unies. C'est vrai. Mais justement, c'est parce que le Sénégal a des généraux là-bas que la France même tient comment on appelle ces généraux-là. Ils ne peuvent pas parler au nom de l'Afrique. Ils sont mal placés pour parler au nom de l'Afrique. Parce que vous savez que pour travailler même dans ces institutions, il faut être coopté. Et il y a des conditions. Et vous savez que, compte tenu de leur position, compte tenu de ce qu'ils gagnent, des mannes qu'ils gagnent, il serait très difficile pour un président sénégalais d'aller contre la politique en France. Vous pensez que le président Macky Sall qui est parti en Russie, c'est au nom de qui? Il n'est pas allé parler au nom des Africains. C'était la couverture qui est là. Je ne vous apprends rien, M. Batengene. C'était juste une couverture. Quand il allait quémander le blé a atterri au Liban. Pourtant, on dit que c'est les Africains qui ont fait, et le blé a atterri au Liban. Macky Sall s'en va au Tchad. Tout le monde sait que le Tchadien, là, il roule pour la France aujourd'hui. Il allait signer, il laisse l'Union africaine, il va signer comment dirais-je, des accords de paix au Qatar. Alors que c'est le Qatar qui est derrière la rébellion. Et vous savez, c'est la France qui est en train de planifier ça. Jamais, de mémoire d'homme, un président sénégalais ne peut être un modèle en matière de panafricanisme, en matière de paix, ne peut être un modèle. La preuve, le modèle sénégalais est cité en exemple, l'alternance, la démocratie. L'alternance et la démocratie du Sénégal qu'on voit. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a, comment on appelle, le jeune Ousmane Sonko qui va contre cette démocratie établie, cette démocratie fictive qu'on nous vend là. Ousmane Sonko va contre ça. Peut-être qu'avec lui, on va voir un nouveau visage de la diplomatie sénégalaise. Sinon, pour l'instant, les chefs d'État sénégalais nous inquiètent. Depuis l'indépendance, avec leur premier président Blaise Ndiaye, c'est eux-là qui ont trahi l'Afrique. Blaise Ndiaye, en passant, je ne sais pas, franchement, les présidents sénégalais, ce n'est pas des modèles. Et ils n'arrangent pas l'Afrique. Merci, Bachir. Merci, Madame Cissé. C'est donc l'occasion d'accueillir notre cher Abdel Djelil qui est avec nous. Abdel Djelil, bonsoir. En tout cas, on peut comprendre le retard. C'est pas facile de se mouvoir dans la ville de Douala en ce moment. Merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Bachir, et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir aussi à tous nos techniciens qui font un travail impeccable pour la maison For You Media. Et bonsoir aussi, cher Batengene.
Bonsoir aussi à tous nos co-panélistes qui sont de l'extérieur et virtuels. Merci, désolé aussi pour le retard. Comme vous l'avez évoqué. C'est pas toujours facile. Douala, c'est saturé. Et la Douala est saturée. Alors, nous parlons de votre pays, le Tchad, sous le prisme de la visite du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Il en appelle à tous les acteurs de participer à ce rendez-vous du 20 août, qui est donc le jour du dialogue tant attendu. Alors, quelle est votre lecture de tout cela? Merci. Comme vous l'avez annoncé, le président Macky Sall, le président de la République sénégalaise, le président en exercice de l'Union africaine, sa visite au Tchad est tellement significative et s'articule aussi sur deux points. Le premier point est que c'était sur la coopération bilatérale entre le Tchad et le Sénégal. Et cet aspect aussi a été décortiqué de près et le président Mohamed Déby aussi a montré son intérêt pour la coopération bilatérale entre le Tchad et le Sénégal, notamment dans l'enseignement supérieur. Et le deuxième point, c'était sur le dialogue national inclusif. À sa qualité du président de l'Union africaine, il a demandé les Tchadiens pour que ce dialogue doit impliquer toutes les filles et fils du Tchad, pour que personne ne reste du côté, y compris ceux qui n'ont pas encore pris la main tendue du PCMT. Voilà, et cet appel aussi a été, comment on appelle, compris par la grande majorité, mais il faut le dire aussi qu'il y a encore toujours des réfractaires, que ce soit du côté des politico-militaires et aussi des comment on appelle, des hommes politiques tout simplement. Alors quand vous le dites, ça nous rappelle quand même que le FACT n'a pas participé à la fin des assises et donc n'a pas signé le protocole qui a été signé par tous les autres membres politico-militaires. Pourquoi le FACT n'y a pas participé, à votre avis? Bon, je ne vais pas entrer dans les détails au risque de ne pas mettre l'huile sur le feu, mais les FACT, tout comme le gouvernement, n'ont pas vraiment suspendu la porte, ou comment on appelle, la porte des négociations. Ils ont promis de continuer les négociations jusqu'à ce qu'ils vont finir par tomber d'accord de faire la paix définitivement au Tchad. Mais en attendant, est-ce qu'il n'y a pas de risque à voir les possibles décisions qui seront prises lors de ces accords? Est-ce qu'il n'y a pas de est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec une difficulté à les appliquer du fait que le FACT n'y soit pas présent? Bon, nous le déplorons. Vous savez que l'unanimité ne fait pas partie de ce monde. Mais aujourd'hui, en tant que Tchadien, et je vois aussi comment on appelle, je ne fais qu'encourager ce qui est bien et ce qui est les efforts des deux côtés. Si les FACT et d'autres partis qui se sont les réfractaires ont d'abord accepté de discuter à Doha, ils étaient d'abord, de là qu'on sait qu'ils étaient d'abord d'accord sur certains points. Mais il y a des points qui ne sont pas encore d'accord là-dessus. Et ils sont en train de décortiquer, ils sont en train d'aller là-dessus. Et je sais qu'ils sont tous animés par les sentiments du patriotisme. Et le peuple tchadien exige et les supplie et les exhorte à faire la paix. Voilà. Et donc, la porte reste toujours ouverte. Mais aujourd'hui, quand Macky Sall demande aux uns et aux autres de participer, pensez-vous que chacun pourra y arriver? Quand je pense quand même au mouvement des transformateurs, c'est ça? Un mouvement conduit par l'opposant, alors son nom me fuit là. Succès Masra. Succès Masra. Et bien sûr, avec à ses côtés beaucoup d'autres hommes comme Yambatina, le professeur. Mais est-ce que vous pensez que ces hommes-là vont aussi accepter de participer à ces échanges? Parce qu'il faut rappeler qu'ils ne sont pas du tout tendres quand même vis-à-vis du PCMT. Justement, Succès Masra et pas seulement Succès Masra, il y a aussi d'autres partis comme le PCF, de Yaya Dilo et Yassine. Il y a une couche qui est encore réticente, qui n'accepte pas d'y aller aux élections, comment on appelle, au dialogue national inclusif. C'est aussi toujours pour des conditions. Et c'est leur droit. Et ce n'est pas, comment on appelle, à nous de
décortiquer leurs positions, puisque moi j'en fais partie d'un parti politique, et mon parti politique a pris dès le départ ses responsabilités et il participe dans le dialogue national inclusif. C'est le prêt parti pour le rassemblement et de l'équité au Tchad, et je suis vraiment, comment on appelle, heureux que ce parti apporte son contribution intellectuelle et matérielle pour accompagner le pays en ces moments. Et les autres aussi. Ils sont, pour des raisons qu'il est leur, ils n'ont pas encore, disent que voilà, mais je les encourage à faire plus la paix. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre une chose, M. Bachir. Et comment ça fait-il que, voilà, une transition est là? Nous sommes pour une période de 18 mois. Et nous, comment on appelle, prévoyons de faire un dialogue national inclusif, où, avec l'opposition, avec l'ancienne majorité, avec les politico-militaires, c'est déjà aussi pas mal. Donc, c'est pourquoi, comment on appelle, allez d'abord, essayons. Si ça ne donne pas, peut-être on va ressortir. Mais on conteste au début et à la fin. On attend seulement que, comment on appelle, la transition finie. Et si les PCMT ou bien les CMT, avec les difficultés, n'a pas pu organiser, comment on appelle, sa mission, et en cas de renouvellement, nous allons entrer en comment on appelle, en action pour barrer la route. Justement, parce que il faut bien préciser que cet accord, ce dialogue, c'est pour donner quand même un peu de chair à l'accord de paix signé en amont à Khartoum, fixer les bases d'une alternance et d'un retour à la paix dans le pays de manière durable. Oui, justement. C'est ça que la fois passée aussi, ici sur le plateau de Foyou Média, je l'ai évoqué, que le dialogue n'est pas une fin en soi. N'est-ce pas? Nous avons, le Tchad a connu, comment on appelle, des accords similaires. De 1900, comment on appelle, 62. 59 à 62, c'était la période d'union nationale. De 62 à 69, c'était la période de tensions, où les Frolines, la première rébellion tchadienne a été créée, et en 69, c'était une intervention française qui était intervenue pour mater la rébellion, et le président Tombalbaye a fait une période de réconciliation. En ce temps aussi, c'était les histoires de, comment on appelle, parité. Les PPT, comment on appelle, on a divisé les, comment on appelle, le gouvernement. Entre-temps, on parlait du nord et sud. On a donné 50% au sud, 50% au nord. Est-ce que ça a abouti? Ça n'a pas abouti. Ils ont fini par tirer Tombalbaye. Après aussi une transition, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant que nous avons toutes ces histoires, et on connaît aussi le dialogue, ce n'est pas quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire après le dialogue? Qu'est-ce que le peuple tchadien veut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc cela implique l'intervention de tout Tchadien, que ce soit les présidents du PCMT, que ce soit les politico-militaires, que ce soit ceux qui sont encore dans les réflecteurs. Il faut qu'ils essayent de regarder l'intérêt de cette nation et essayer d'apporter leur, comment on appelle, la contribution intellectuelle, leur honnêteté, comment on appelle, intellectuelle sur la table, et allons de l'avant. C'est ça ce qui est important pour les Tchad. Je reviens à vous, messieurs. Il y a deux appels en attente. D'abord, Madame Alice Kouassi qui nous appelle de France. Bonsoir, Madame Alice. Ok, bonsoir, Bachir. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Et je salue tous ceux qui nous écoutent. Tout d'abord, je voudrais dire à Macky Sall qui se promène de pays en pays, là, on ne sait pas ce qu'il cherche. Lui, il proclame, il demande à ce que les Tchadiens fassent la paix. Est-ce que jamais il a commencé à faire la paix avec les opposants au Sénégal? Est-ce que lui, avec ses opposants, ils sont en paix avant qu'il n'aille dire aux autres de faire la paix? Parce que c'est trop facile, ça. Ils mettent les opposants en prison. Macky Sall, là, dans sa prison, là-bas, il y a des opposants. Et lui, il se permet d'aller dans les autres pays pour demander à ce qu'il fasse la paix. C'est bien de faire la paix, mais il doit commencer chez lui d'abord. Et d'ailleurs, Macky Sall, le fils d'Idriss Déby, ce n'est pas un civil. Je crois que c'est quelqu'un de l'armée. Il est aussi comme Assimi Goïta. Pourquoi lui, on ne l'emmerde pas? Pourquoi le fils d'Idriss Déby, là, pourquoi son fils, là, on ne l'emmerde pas comme on emmerde Assimi Goïta? Et puis, au Tchad, on demande la paix, on demande à ce que tout le monde se réconcilie. Mais pourquoi
on ne demande pas aux militaires qui sont au pouvoir au Mali de se réconcilier, de faire la paix. Et pourquoi c'est là-bas on envoie les terroristes, on bombarde là-bas, et de l'autre côté, on prône la paix? Ça veut dire que Macky Sall, il a envoyé. C'est un envoyé spécial. Parce que le Tchad est un pays colonisé par les Européens, par la France précisément. Alors si le Tchad les échappe, ils seront encore dans la galère. Donc là-bas, il faut mettre la paix. Avant que les Tchadiens ne fassent la paix, là, il va falloir que le fils d'Idriss Déby cède le pouvoir. Quand il va partir, c'est quand est-ce qu'il partira? Il va falloir qu'il nous dise quand il quitte le pouvoir, parce que c'est pas un civil, celui qui est au pouvoir là. Et puis ce qu'il est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle une violation de la Constitution. Parce que ce qu'il a fait là, c'est aussi un coup d'État de la Constitution. Parce que normalement, quand le président meurt au pouvoir, ce n'est pas le fils d'Idriss Déby qui devait prendre le pouvoir. C'est le conseil, je ne sais pas comment il s'appelle, l'Assemblée nationale ou quelque chose comme ça, qui devait être là. Pourquoi lui, il est assis là? Et puis personne ne dit rien et ça perdure. Et puis on demande la paix. La paix, pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais avant qu'on ne proclame la paix, lui, il doit quitter le pouvoir. Il doit même organiser le plus vite possible une élection crédible pour que un civil prenne le pouvoir et le civil qui va prendre le pouvoir, qui va proclamer la paix. Il va rassembler tous les Tchadiens pour proclamer la paix. C'est un militaire qui va demander à ce que tout le monde soit... je veux bien la paix, mais ce n'est pas le rôle de celui qui est au pouvoir parce qu'il n'est pas civil. Il a fait un coup d'État constitutionnel. Ce n'est pas lui qui devait être là, mais lui, on le laisse tranquille et on emmerde Assimi Goïta. D'ailleurs, une chose, Macky Sall qui a bombardé je ne sais pas comment on l'appelle, la Gambie là. C'est pas lui qui a envoyé son armée là enlever choses. Non, trop c'est trop. Il va au Mali, il s'excuse même pas. C'est pas lui qui a mis embargo sur le Mali. C'est pas lui qui a mis embargo sur le Mali. Est-ce qu'il s'est excusé pour son rôle qu'il a joué avec Ouattara au Mali? Il a perduré, comment on appelle ça, l'embargo sur le Mali. Lui, il a proclamé hier, mes frères, là. Il a mis la fin sur ses propres frères. Il a demandé pardon, il s'est excusé. En tout cas, merci. Comme ça. Je vous remercie. Madame Kouassi, on peut vous comprendre, mais il faut tout simplement rappeler que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de coup d'État venant de Mohamed Idriss Déby pour prendre le pouvoir au Tchad, du moins pas à notre connaissance. Donc, il fallait que nous précisions cela parce que ce sont des déclarations qui n'engagent pas forcément Foyo Média. Eh bien, nous allons rester au téléphone avec Abou qui nous appelle depuis l'Angleterre. Bonsoir Abou. Bonsoir, mon très cher frère Bachir. Attends, je suis tellement content de te revoir ce soir. Merci bien. C'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je salue tous tes invités, tous les appelants, les techniciens, le PDG de For You Media que j'adore. Une fois que j'ai dit cela, Bachir, j'avoue que je suis très inquiet ces derniers temps quand j'attends mon frère Jonathan intervenir. Franchement, pour mettre une petite dose de riz, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, ces derniers temps, là où il dort, là, chez la chérie où il dort, là, il ne faut plus qu'il dorme là-bas parce que l'inspiration sur le Sénégal qui découle de lui, nous sommes intrigués. Parler de Macky Sall de la sorte, mais Macky Sall, il est pire qu'Alassane. Parce que Alassane, au moins, il a ce qu'on appelle une folie de grandeur. C'est quelqu'un de quand même, comme on le dirait égocentrique et puis mégalomane. Mais Macky Sall, lui, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Macky Sall, c'est que, comme on appelle ça même, un être servile. C'est un esclave dans l'âme. C'est quelqu'un qui pense que tout ce que la France décide vient de l'évangile ou bien est de Dieu, est quelque chose qui ne peut pas discuter. C'est comme ça que même quand le président, son adversaire, avant parlait de lui,
l'avocat qui était président avant lui, là, Abdoulaye Wade parlait de lui, que Macky Sall, c'est un esclave. C'est un esclave. Donc, on ne comprend pas ce qu'elle fait de diplomatie que le frère Barthélémy veut nous faire entendre à propos de Macky Sall, quand on sait que Macky Sall n'a jamais fait de la diplomatie en Afrique, parce que Macky Sall, s'il était autant diplomate, quand en cette Afrique, on refuse de vendre des armes à un gouvernement légal, où est Macky Sall? Quand au Mali même, aujourd'hui, où depuis les djihadistes, et avant même avant la crise de Libye, d'où on a armé tous ces soi-disant MLA pour venir diviser le nord du Mali, où Macky Sall était dans sa diplomatie, où le Sénégal était dans sa diplomatie, pour ne pas qu'on attaque le Mali, pour ne pas qu'on attaque la Libye, pour qu'on soit dans cette situation-là d'Israël. Où est cette diplomatie? Nous disons toujours, nous les Africains du XXIe siècle, que souvent, nous sommes victimes de nos propres experts. Quand nous mettons nos experts haut, souvent nos experts commencent on ne sait pas où ils rentrent, mais ils commencent à nous lâcher en plein vol. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Macky Sall, qui est le problème même de l'Afrique, aujourd'hui peut être vu comme un bon diplomate. Non, ce qu'il est en train de faire au Mali, c'est un conflit d'intérêts. NSA, c'est une société que lui-même, mafieux, avec Alassane Dramane Ouattara, ont mis en place. Et c'est pourquoi il s'en va pour sauver sa peau, c'est tout. Il va défendre lui-même sa propre tête. Sinon, il ne va pas le faire pour sauvegarder l'Afrique ou bien le Mali. Donc, il faudra qu'on se base sur les faits. Nous parlons des faits en plein 21e siècle, ce n'est pas l'émotion ou bien quoi. Nous disons toujours que nous mettons dans la balance, hein, comme c'est que le président Laurent Gbagbo nous dit toujours, un homme pour le juger, on ne le juge pas par a priori, on le juge par les pas qu'il émet. Macky Sall, quel pas qu'il a émis, qui va nous dire qu'il est diplomate aujourd'hui, Badagene, il faut nous dire ça. Sinon, nous, on sait que Macky Sall, il a été servile dans tous ses mandats et c'est lui qui a mené tous les problèmes qu'on vit au Mali en suivant aveuglement la France pour condamner le Mali. Je vous remercie. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Bye from now. En tout cas, Jonathan aura le temps de mieux vous préciser donc son analyse. Pendant ce temps, Zerfel nous appelle. Il est du côté d'Allemagne. Bonsoir Zerfel. Ok, bonsoir Bachir, ça fait un bon moment. Bonsoir mon frère Jonathan. Je salue tous les techniciens de For You TV. Et vraiment, mais Abou, l'autre soeur qui a parlé, elle a tout dit quoi. Mais moi, je vais ajouter quelque chose sur ce qui concerne le président sénégalais. Là. Parce que mon frère, que j'aime tout le temps, je l'aime écouter. Aujourd'hui, il a mis les pieds dans le plat. Parce qu'il faut qu'on revienne sur terre. Parce que quand on parle, nous les Ivoiriens, là, on pardonne, mais on n'oublie pas les faits. C'est-à-dire que quand on nous fait du mal, on peut pardonner, mais on n'oublie pas ce qu'on nous a fait. Ces Sénégalais, là, les dirigeants, pas les Sénégalais civils, là, les politiciens, là, ce qu'ils ont contre la Côte d'Ivoire, là, mais ils connaissent. Parce qu'ils pensent que, comment dirais-je, parce que je vais parler de Ouad d'abord avant d'arriver sur celui qui est là. Ouad, lui, pense que c'est être, comment dirais-je, vieux, le plus vieux, c'est ça. C'est-à-dire que tu es le plus vieux, mais quand un jeune vient, c'est-à-dire qu'on va au marché. Chacun vient avec quelque chose. Mais si tu es le plus vieux et que tu vas au marché les mains vides, on ne va pas te regarder. Ça, c'est la moindre des choses. Ce n'est pas parce que le président Gbagbo vient d'arriver que vous êtes longtemps dans les affaires que vous allez dire que vous êtes plus gradé que le président Gbagbo. Non. C'est qu'on a dans la main quand on vient au marché, c'est ça, on monte et on te respecte. Ça, c'est la moindre des choses. Il doit comprendre ce que je dis. Ça fait un. De deux, Macky Sall. Macky Sall, aujourd'hui, mon frère sur le plateau, il dit c'est un diplomate. Non. Parce que les autres ont tout dit, je n'ai pas répété ce qu'ils ont dit là. Parce qu'ils ont dit la vérité sur ce monsieur-là. Il n'y a rien à cacher. Parce que moi, quand je me pose toujours la question, nous étant africains, et que les Blancs nous envoient pour tuer nos frères, et puis on applaudit, et puis on est derrière eux, et puis on fait tout ce que ces Blancs-là nous demandent. Mais c'est quand même, c'est aberrant. Donc,
Et quand tu es sur le plateau, et je vais te donner un exemple, mon frère. Quand il y a eu les gars, les Boko Haram, au Cameroun, au Tchad, qu'est-ce que ce monsieur-là a fait? Il a pris ses militaires pour les envoyer dans un pays arabe que le nom m'échappe tous les jours. Alors, donc ce monsieur, s'il avait que l'amour des Africains, de ses voisins, il allait envoyer la première des choses, au moment où les choses de Boko Haram tuaient des gens en désordre dans le nord du Cameroun et du Tchad, il allait envoyer son armée là-bas. Mais il a préféré, à cause de l'argent, il a envoyé ça dans les pays arabes. Voilà, ce monsieur-là, il se lève encore, il fait des bêtises avec Alassane, hein, sans réfléchir, il ferme la frontière, or que il dépend des affaires, comme des hommes d'affaires du Mali. Parce que quand il vient acheter des marchandises qui passent par le port du Sénégal, il récolte des millions, des milliards. Alors, il n'a pas réfléchi à ça. Il a suivi les choses de petit Macron. Et parce que quand ils arrivent en France, on les met un tissu rouge sur la terre, là, ils marchent là-dessus, ils pensent qu'ils sont, ils sont sur les étoiles. Non. Et mon frère, quand tu parles, quand tu fais les analyses sur ces gars-là, moi, parce que je ne regarde pas, je regarde ce que la personne, on dit quand tu marches là, les traces qu'il a laissées là, c'est sur ça, tu regardes et puis tu fais sa chaussure. Alors quand tu fais la chaussure qui n'est pas à la pointe de ses pieds, il y a des frottements quand tu vas mettre ses pieds dedans, il y a des frottements dans ses chaussures. C'est ça que tu es en train de faire, mon frère. Donc, il ne faut pas le dédouaner. Parce que ce n'est pas un diplomate. Merci à Zerfel. Je vais reprendre l'antenne malheureusement. Zerfel, merci pour la contribution. On a été un tout petit peu long. Il y a... Oui, voilà, ça merci. Ça fait tellement mal. Merci. Merci à vous, cher ami. On reste au téléphone. On va prendre un dernier appelant avant de revenir vers nos invités. C'est Jimmy, je pense, qui nous appelle. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir, Bachir. Comment vous allez? Ça va très bien. Le est tellement intéressant que vous auriez dû le laisser continuer. Je remercie à la sœur de Paris qui a appelé. Merci. Je vais parler d'abord de Macky Sall. Macky Sall, avant, il traitait toujours le président malien de la jeune. Et quand il était venu, il a appelé président. Quant au Tchad, là, n'en parlons plus. Je vous ai toujours dit que c'est des France-Africains. Notre maréchal, que le bon Dieu ait son âme. Je suis désolé, il n'a fait que servir la France et les autres. Maintenant, ils l'ont éliminé parce qu'il est un peu éveillé. Ils ont installé son fils. C'était la même chose qui va se passer comme ce qui s'est passé au Gabon. C'est une succession. Macron nous a dit. Maintenant, celui-là, son ambassadeur vient le confirmer. Ce n'est pas Macky Sall qui va nous apprendre la démocratie, c'est lui qui veut avoir un troisième mandat aussi, ou bien. Alors, je vous remercie les gars et bonne soirée. Merci à vous également, cher Jimmy. Très bonne soirée, très bonne soirée. Alors, Jonathan Bategene, fortement interpellé par nos amis ivoiriens. Et donc, je vous laisse la parole. Oui, je comprends les inquiétudes des uns et des autres, sauf que c'est les faits. Alors, je ne vais pas dire une chose qui n'existe pas. Donc, je ne vais pas aussi faire plaisir simplement à nos téléspectateurs. Il y a des réalités qui sont telles quelles. La diplomatie a ses règles. La diplomatie reste un domaine réservé à des spécialistes. C'est pas, et c'est pourquoi je disais que ce n'est pas avec les discussions que nous tenons ici que nous pouvons changer les règles de la diplomatie. Le Sénégal est une grande diplomatie, ça il faut le noter. Je ne le dis pas de manière hasardeuse. Allez simplement un peu checker le nombre de hauts représentants du Sénégal dans les institutions internationales. Ça peut aussi renseigner sur, nous l'avons dit, le niveau de compromission peut-être du Sénégal au niveau international. Ça peut peut-être renvoyer à cela. Mais toujours est-il que c'est l'affirmation d'un leadership. Positionner ces hommes dans l'échiquier international, ce n'est pas donné pour les pays dans le monde. Il faut voir le processus d'accession à ces positions, les propositions, les tractations en coulisses.
comment les pays préparent cela? Le Sénégal fait partie des as en la matière en Afrique. Et le Sénégal réussit à positionner beaucoup de personnes. Maintenant, revenons. Macky Sall, ce n'est pas Macky Sall qui définit d'abord l'agenda diplomatique sénégalais, tel quel, sur des questions aussi sensibles. Oui. C'est toute la diplomatie sénégalaise. Par exemple, je prends le cas du Cameroun. C'est le chef de l'État qui organise la diplomatie camerounaise. Mais derrière, il y a toute une réflexion portée par des diplomates de très haut niveau qui essayent de lui faire comprendre quels sont les enjeux de la situation actuellement dans le monde. Et je comprends le ressenti de quelques téléspectateurs, mais ils doivent aussi essayer de faire une étude transversale, une étude diachronique, rentrer dans l'histoire. Depuis janvier 2022, recherchez une parole de Macky Sall qui traite les autorités maliennes de jeunes. Vous n'en trouverez pas. À aucun moment, il ne s'exprime de la sorte. Même quand Zelensky, ça c'est les faits qui parlent en sa faveur, même quand Zelensky l'interpelle sur le cas de l'Ukraine, il refuse de condamner la Russie. Il témoigne juste la solidarité. Macky Sall, sur beaucoup de points, sur beaucoup de sujets, il a marqué des points. Sauf que peut-être on le regarde sur un autre angle. Et je peux comprendre que une certaine vision peut fausser l'image d'un individu totalement. Mais il y a beaucoup de points. Et le Sénégal n'a pas condamné les autorités maliennes depuis que le coup d'État a eu lieu. Depuis que la révolution a pris, le Sénégal n'a pas condamné. Le Sénégal, au sein de la CEDEAO, n'est pas monté au créneau contre le Mali. À aucun moment, il faut le voir. Même si, au sein de la CEDEAO, par contre, le Sénégal n'a pas défendu le Mali. Ça, les téléspectateurs ont raison de le relever. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas condamné et qu'on n'a pas défendu, on est soit pour ou contre. Nous avons parlé d'une posture mitoyenne. C'est une posture mitoyenne. Donc, le Sénégal est en train de travailler sur sa posture mitoyenne et c'est cette posture mitoyenne qu'il adopte actuellement au niveau international. Et notamment au Tchad? Au Tchad, j'ai dit tout à l'heure, au Tchad, c'est de la pure politique. Au Tchad, ça n'a rien de diplomatique. Il a dit quelque chose politique. Nous invitons tous les partis. Regardons les partis qui se désolidarisent. On sait bien qu'il y a eu des échanges entre les deux dirigeants, des échanges qui ne seront pas dits, d'où la question sur les enjeux quand même de cette visite. Le Sénégal a-t-il un moyen de pression sur le FACT? Ça, il faut être concret. Nous le répétons encore, pour être médiateur dans une question aussi sensible que la transition, il faut avoir des intérêts et il faut peser sur les intérêts du pays en question. Mais l'Afrique a ses intérêts et Macky Sall représente l'Afrique dans ce... Malheureusement, Macky Sall représente l'Afrique. Mais là, il meuble son agenda de fonctionner international au niveau continental. À ce niveau, l'Union africaine n'a pas de moyens de pression sur le Tchad. Le FACT est tenu par exemple par le Qatar. En quoi est-ce que le Sénégal peut influencer le Qatar dans cette situation? Pratiquement pas. Quand vous regardez les transformateurs de Masra, ils ont aussi des affiliations en France. En quoi est-ce que le Tchad peut influencer les transformateurs? Les démocrates. En quoi est-ce que le Sénégal peut influencer les démocrates? Il y a des acteurs, ça c'est les acteurs qui ne veulent pas continuer le dialogue national. Vous avez le FAC, les démocrates, les transformateurs. C'est des grandes formations. L'une, c'est la plus grande rébellion actuellement, coalition de rebelles, qui a coalisé avec les gars de l'UFD, tous ces anciens partis politiques qui ont décidé de prendre les armes. Quand vous revenez au niveau des hommes politiques, vous avez les démocrates, vous avez les transformateurs. Le Sénégal n'a malheureusement pas de moyens. Oui, il est dans une tournée qui est essentiellement un agenda diplomatique. Nous le répétons encore parce que le président sénégalais, malheureusement pour lui, n'a aucun moyen de peser dans l'une de ces transitions, que ce soit au Mali ou au Tchad. Au Mali, on peut lui prêter, il peut avoir des relations. Son frère est lié à la société SAS, mais ça ne veut pas dire qu'il peut avoir la légèreté d'amener un problème aussi léger que le problème de son frère devant un chef d'État comme le président Macky Sall. Ce serait un peu... Mais l'Afrique quand même a tout intérêt à ce que le Tchad soit pacifié, que ces Tchadiens s'asseyent autour d'une même table, échangent afin de trouver pourquoi pas une issue pacifique de cette crise. Bachir, les vœux pieux
font partie, relèvent beaucoup plus du domaine du religieux et pas du domaine, malheureusement, de la question politique interne des États. Au niveau interne au Tchad, il faut avoir des moyens de pression sur les acteurs, et ce que l'actuel président n'a pas totalement. Il ne peut pas faire pression sur le FAC. D'ailleurs, le FAC l'a entraîné jusque dans sa tanière. Quand il est allé à Doha, ça doit renseigner sur les capacités de nuisance du FAC. Donc, ce FAC-là qui a pu tirer le président, vous avez vu comment ils ont boycotté à la fin le processus. Ces gens ils ne font pas confiance aux autorités de N'Djamena. Ne soyons pas utopistes. Voyons les choses telles qu'elles sont. Les conditions sont réunies pour que nous entrions dans un Tchad, dans une nouvelle phase de crise au Tchad. Mais cette crise-là va rester peut-être couvante, elle va rester dormante pendant un certain moment. Le président de l'Union africaine ne peut rien apporter au Tchad actuellement. Tout ce qu'il a fait, c'est une tournée pour meubler son agenda. Il ne peut pas apporter. Et pour ceux qui vont douter de la capacité diplomatique du Tchad, nous pouvons dire que oui, dans une mesure, cette diplomatie, la force de la diplomatie française, de la diplomatie tchadienne, sénégalaise, peut dû être faite dû au fait qu'elle est trop intégrée dans le système mondialiste des puissances de l'OTAN. Ça peut être ça. Cependant, cela ne fait pas moins de cette diplomatie une diplomatie pertinente. Si nous voulons déconstruire cela, il faudra donc apprendre cette fois-là à porter le débat au-delà de la simple sphère médiatique et savoir combattre de telle sorte que les hauts représentants africains ne se retrouvent plus dans les institutions du système mondialiste. C'est un autre combat. Merci Jonathan Batenguene. Abdel Jalil, êtes-vous satisfait de cette tournée, de cette visite du président Macky Sall dans votre pays? Bon, pas tout à fait. Vous savez, le Tchad est une zone de synthèse. Et le Tchad aussi, géographiquement, se situe au cœur de l'Afrique. C'est-à-dire, si le Tchad est en danger, la zone, comment on appelle, la zone, comme je vous ai dit, c'est une zone de synthèse, non? Même la zone du sud du Sahara serait à la frontière entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est également, etc. Justement, et le cœur de l'Afrique. Et son stabilité et son intégrité est dans l'intérêt de l'Union africaine. Et la visite du président Macky Sall est trop significative pour le Tchad, pour le continent et tout. Mais le Macky Sall a fait des efforts. Mais il y a une chose que il aurait dû le faire, de rencontrer aussi les récalcitrants, c'est-à-dire, comment on appelle, les réfractaires, les partis qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue. Bien qu'une délégation africaine les a, comment on appelle, reçus, ils n'étaient pas satisfaits. Et de sortie de là, nous avons vu les leaders des transformateurs appellent même à une insurrection qui ne dit pas son nom, et même beaucoup, et ça nous inquiète davantage. C'est pourquoi il aurait dû aussi rencontrer l'opposition, comment on appelle, politique. Pour ce qui concerne, comment on appelle, le reste des groupes politico-militaires, les FACT avec les autres, je crois que la pression du peuple tchadien, ils sont en train de le comprendre. Et ce qui nous rassure, ce sont les langages que le gouvernement de la transition qui adopte vis-à-vis de ces politico-militaires. Venez, venez. Bien que vous n'avez pas accepté cette fois-ci, mais venez encore, nous sommes ouverts à d'y travailler. N'est-ce pas? Donc c'est là, et les amène à un peu peut-être mettre du vin dans leur... De l'eau dans leur vin. Dans l'ordre. Il y a aussi quelque chose que beaucoup ne remarquent pas, mais c'est un ouf de soulagement pour les Tchadiens. Parce qu'aujourd'hui, plus de 60 à 80% des Tchadiens qui étaient de l'extérieur, qui n'ont pas vraiment arrivé au Tchad, ils sont des retours. Et on ne fait que voir seulement les retours massifs. Les présidents de l'UFDD, le général Maman Nouri, comment on appelle ceux qui ont fait la bataille dès février 2008, qu'ils étaient à la porte des présidences, du palais. Les gars et ce monsieur est de retour ce matin. Donc voilà, on ne peut pas dire que tout ce qui s'est passé à Doha était sans effet, parce que les autres partis n'ont pas, comment on appelle, signé. Mais c'est déjà une avancée, mais ce n'est pas une effet en soi.
que le gouvernement aussi fait plus de concessions et les politico-militaires aussi doivent faire plus de concessions à ce qu'on rapproche la paix en quelque sorte. Et sur ce point, vraiment, nous sommes tellement confiants et qu'on espère et que ça se passe bien. Très bien. Voilà donc, en tout cas, que ça se passe bien. Le dialogue va se tenir donc le 20 dans 3 jours exactement. Nous reviendrons certainement sur ce plateau pour essayer de voir ce qu'il y a et notamment les attentes des Tchadiens de ces dialogues. Merci à vous, Abdel-Djelil, d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci à Jonathan Batengene et bien sûr notre invité Charles Badiam qui n'a pas pu être des nôtres pour des raisons un tout petit peu personnelles, mais ce ne sera que partie remise car le débat sur le Tchad, ça ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, c'était le point sur l'actualité. Retrouvez Daily Foot dans quelques minutes pour le grand journal de Foyou.